Musique, cinéma, culture, réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve culturelle du vendredi. Alors cette semaine, on part à la rencontre d'une institution strasbourgeoise, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, avec Patrick Minard, le directeur général de cet orchestre. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le détail du sujet, on va s'écouter un extrait musical d'une performance de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, avec la mort de Tybalt, issue du Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, dirigé par Kirill Karbitz avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Voilà, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui interprétait donc La mort de Tybalt dans le Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, donc dirigé par Kirill Karabits. Alors, c'est un orchestre philharmonique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, philharmonique? En quoi ça le distingue d'un autre orchestre? Ça ne le distingue pas, il se distingue. Le philharmonique entre philharmonique, symphonique, il n'y a pas de, ça ne se transpose pas dans la réalité. D'une façon générale, on considère que philharmonique, c'est une question d'importance, de grandeur, d'effectif, mais il n'y a pas de différence réelle dans la destination de l'orchestre proprement parlé. Donc il est évident qu'un philharmonique est appelé à interpréter des œuvres plus monumentales qu'un orchestre symphonique qui peut se résumer à 35 musiciens quand on parle des symphonies de Haydn ou de Mozart, par exemple. Oui, parce qu'avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, quand il joue au complet, on est à combien de musiciens? 110. 110. 111 avec le directeur musical. Ouais, ce qui représente beaucoup de monde sur scène. C'est le plus ancien orchestre philharmonique ou orchestre symphonique en France. C'est le premier orchestre, effectivement, c'est le plus ancien orchestre qui est sorti de l'opéra. L'origine des orchestres est toujours liée à l'opéra. L'opéra a toujours été le lieu où se sont créés par nécessité les orchestres. L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, créé en 1855, est sorti de l'opéra pour avoir le premier pour avoir une saison symphonique, les concerts en abonnement. Ça existait déjà, ça commençait à exister à Paris notamment, puisque des gens comme Lamoureux, des gens comme Colonne à Paris créaient les orchestres qui existent toujours aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier non plus l'orchestre de la Société du Conservatoire, qui a été créé dans les années 1820, pour précisément donner à entendre ce qui était un scandale à l'époque à Paris, dans les années 1820, 22, 24, 26, les symphonies de Beethoven. Et donc de ces orchestres qui étaient des orchestres de salon, voire des orchestres que l'on utilisait dans certaines réunions philosophiques, cet orchestre, la Société des concerts du Conservatoire, donc sort de cette ombre bourgeoise pour interpréter, et pour le plus grand nombre, les symphonies de Beethoven qui apparaissaient en ce temps-là comme la musique la plus vivante qui soit. Donc la naissance des orchestres, on peut dire que la naissance des orchestres tels que nous les connaissons aujourd'hui relève entre les années 1830 et 1870. À peu près, c'est là que sont nés tous les grands orchestres d'Europe, dans une configuration assez proche de celle que l'on peut voir aujourd'hui. La seule grande différence qu'il y a entre ces deux orchestres-là, entre l'orchestre de 1850 et l'orchestre de 2014, c'est qu'en 1850, jusque dans les toutes premières années du XXe siècle, il ne venait à l'idée de personne de jouer les œuvres du passé. C'était des orchestres qui étaient là pour donner à entendre les œuvres d'aujourd'hui, les œuvres, une musique vivante qui se créait au jour le jour. Et aujourd'hui, nous nous prosternons devant des pièces musicales qui relèvent d'une religion, de la religion de la musique, où nous avons déjà nos saints, nos grands prêtres, nos anges et nos démons. À cette époque-là, la religion n'existait pas, et la musique était vivante, et elle se faisait au jour le jour, que ce soit dans les brasseries, que ce soit dans les théâtres de variété, de la vraie variété de ce temps-là, et dans les auditoriums, les mêmes lieux se transformant en auditorium. Je pense à Berlioz et sa Fantastique, qui a été créé au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et c'était vraiment de la musique vivante. C'est au début du XXe siècle, ou toute fin du XIXe, qu'on a commencé à redonner à entendre les œuvres du passé. Mais c'était une pratique tout à fait nouvelle. L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg reste aujourd'hui encore partagé entre des productions avec l'opéra et des productions indépendantes. Absolument. Ce n'est pas le seul orchestre en France qui a ce type de fonctionnement. Grosso modo, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, mais comme l'Orchestre du Capitole de Toulouse, par exemple, comme l'Orchestre des Pays de la Loire, comme l'Orchestre de Lille, comme l'Orchestre de Bordeaux, tous ces orchestres-là partagent en gros 60% de leur temps pour le symphonique et 40% pour l'opéra.
Il faut bien voir que dans des villes de l'importance de Strasbourg, il n'y a pas réellement, pour ce qui est des concerts symphoniques, de grands concerts symphoniques du type des concerts que nous donnons en abonnement, je ne pense pas qu'il y ait le marché suffisant sur la surface de Strasbourg et de la communauté urbaine pour un orchestre à plein temps sur le symphonique, comme à Lyon par exemple. À Lyon, il y a un orchestre pour l'opéra, un orchestre pour le symphonique. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de marché, en quelque sorte, pour développer ce type de choses. Il y a une seule raison pourrait permettre à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg d'être à plein temps sur le symphonique, ce serait de développer de manière extrêmement considérable son activité pédagogique, où il y a l'activité éducative ou pédagogique de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg est encore assez marginale, bien que croissante d'année en année, et nous ne répondons pas à la demande suffisamment. Donc je pense que si nous décidions, ou si l'on décidait pour nous, c'est plutôt ça, puisque l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dépend de la ville, a pour patron le maire de Strasbourg. Et si donc une décision politique devait donner à son action éducative une importance beaucoup plus considérable qu'elle n'a aujourd'hui, on pourrait parfaitement imaginer que l'orchestre se consacre totalement au concert. Ce serait tout à fait possible, et je pense qu'encore là, on ne répondrait pas à la totalité de la demande du département du Bas-Rhin, par exemple. Il y a vraiment une demande très très forte des écoles, des collèges, des lycées, d'action éducative vers la musique. Mais que deviendrait l'opéra sans l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg ? Que deviendrait l'opéra sans l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg ? Eh bien, effectivement, c'est une grande et bonne question. Je pense que l'opéra sans orchestre, c'est un peu difficile. Mais on peut constater, je viens de le démontrer, qu'un orchestre sans opéra, ça va très bien. Oui. Vous travaillez déjà dans des choses éducatives. Il y a déjà quelques programmes qui sont en place. Oui, et comme la plupart des orchestres français, l'action éducative s'est développée un peu sur le dos de la bête. Il y a maintenant une quinzaine d'années, les actions éducatives, il y avait depuis des lustres, depuis Landowski, des concerts éducatifs. Depuis Malraux, toutes les institutions subventionnées avaient pour objectif, pour mission, de donner à entendre aux enfants, mais pas seulement, mais aussi aux adultes qui n'ont pas le coutume de venir à l'orchestre, de leur faciliter le chemin pour venir écouter des concerts. Donc nous le faisions, tous les orchestres le faisaient. Depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment, au-delà des concerts éducatifs, il y a vraiment des actions qui sont menées dans les écoles, mais ailleurs, dans des sociétés d'insertion professionnelle, dans toutes sortes d'associations. Nous avons des actions que nous menons avec nos musiciens pour attraire à l'orchestre le maximum de public. Dans le cadre d'une politique d'éducation populaire, je dirais, mais aussi dans une perspective très égoïste de renouvellement de notre public. Nous avons, je veux dire que là, l'obligation qui nous est faite rejoint totalement l'obligation de renouveler notre public. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est il y a une quinzaine d'années que cela s'est inscrit dans des chartes d'objectifs que les villes et les régions et les départements signent avec l'État. Et donc, pour installer les subventions, nous devons nous engager à développer ce type d'activité. Et concrètement, ça se présente comment alors ça se présente, il y a plusieurs façons de faire. Nous avons donc, pour les tout petits écoles maternelles, nous avons un instrumentarium qu'on appelle instrumentarium bâché, mais il y en a d'autres. Ce sont des instruments qui sont de la taille de ces enfants-là, des enfants donc de 3 à 5 ans, si vous voulez, de 2 à 5 ans. Et nous avons donc des musiciens intervenants qui les font évoluer au milieu de ces instruments-là, donc production de sons, agencement des sons dans l'espace et dans le temps. Nous avons depuis 2 ans maintenant installé un cycle de concerts qui s'appelle Baby Proms, qui donc donne à entendre des thématiques extrêmement assez enfantines, mais orchestrées de façon classique. Donc c'est Frère Jacques avec un petit orchestre symphonique. Et ça, c'est donc l'accès aux tout petits. Nous avons donc le concert éducatif, qui là, sur le prétexte d'une dramaturgie, qui peut être le sport, qui peut être le cirque, qui peut être Pierre et le Loup, qui peut être nous faisons une démonstration de différents instruments qui composent l'orchestre. On parle un peu d'écriture, on parle un peu des grandes thématiques de la musique symphonique. Nous avons la présentation des instruments de l'orchestre, ce sont les saisons instrumentales, où des groupes, des classes viennent à l'orchestre, dans la salle de répétition, et un pupitre entier, c'est-à-dire les clarinettes, les bassons, présentent leur instrument et jouent quelques arrangements
pour 4-5 bassons, pour un quatuor à cordes, enfin, où il y a une présentation des instruments. Il y a pour les adultes des conférences qui se font, qui sont des conférences de musicologie, qui pour les adultes, donc souvent des étudiants d'ailleurs, ou des mélomanes avertis, avant les concerts ou immédiatement avant les concerts, ou une quinzaine de jours avant un concert sur la grande thématique du concert, par exemple la musique scandinave ou des grandes thématiques de ce genre. C'est aussi parfois une introduction au concert. Ça peut être l'introduction immédiate au concert, c'est donc 1 heure avant le concert. Ça, on va parler du programme spécifique du concert, voire même de l'interprète. Là, nous avons aussi des conférences qui anticipent largement des thématiques plus vastes liées à la programmation de l'orchestre. Donc nous avons tout cela. Nous avons des interventions dans les écoles qui souvent sont en anticipation des concerts éducatifs. C'est 1 mois avant, des intervenants vont dans les classes pour faire travailler la classe sur l'œuvre qu'ils vont entendre dans le concert éducatif. Nous donnons au personnel enseignant donc des fiches techniques pédagogiques qui permettent donc 3 mois avant le concert de faire travailler les enfants tant sur la musique elle-même que sur la période de l'histoire concernée par la musique en question. Donc d'avoir des éléments qui relient cette musique à une réalité du moment, littéraire, historique, géographique. On essaye toujours, si vous voulez, de relier la musique à son temps. De la rendre vivante. Il n'y a pas que des esthétiques purement intellectuelles, il y a aussi des mouvements, des influences aussi, des influences qui peuvent venir alimenter, je pense à Bizet, par exemple, à cette époque où en France on faisait de la musique plus espagnole qu'en Espagne, et on faisait de la musique indienne, extrême orientale, à Paris, qui semblait infiniment plus authentique que ce qu'on pouvait importer ou entendre venant directement d'Inde. Donc on a recréé comme ça l'authenticité dans notre musique, à croire que Bizet a fait redécouvrir la musique espagnole aux Espagnols. Donc c'est un peu toutes ces choses-là qu'on essaye de montrer au travers de ces actions éducatives. Notre objectif n'étant pas de révéler des virtuoses, notre objectif étant tout simplement de parler de musique, de montrer que la musique est un art qui doit citer au même titre que les autres, et aussi de proposer, de tenter de rendre sensibles les enfants, les adolescents et certains adultes au contact avec le son organisé, avec ce type d'esthétique invisible, certes, mais en tous les cas très forte et très particulière, qu'est la musique symphonique, dans un lieu particulier où la musique se fait. C'est-à-dire d'ancrer dans l'esprit que la musique est vivante à partir du moment où celui qui la fait est vivante, et non pas celui qui l'entend. En dehors des musiciens, il y a aussi une chorale, un chœur de choristes. Chorale, c'est peut-être pas le bon mot, un chœur de choristes, ça représente combien de personnes? Et c'est assez récent aussi, ça, une dizaine d'années. C'est une dizaine d'années, oui, nous l'avons fait. Alors ça a été toute une histoire. C'est toute une histoire parce que je suis arrivé moi ici il y a 15 ans et j'avais comme projet, une des choses que j'avais pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de chœur, ce qui semblait. J'avais quand même une idée assez précise de ce qu'était Strasbourg, de ce qu'était l'Alsace, pour y avoir vécu pas mal de temps dans des vies antérieures. Et dans mon esprit, un chœur dans l'environnement de l'orchestre, c'était une évidence, sachant qu'il y en a à chaque pâté de maison. En Alsace, vous avez un chœur qui est là pratiquement. Chaque paroisse a une chorale. Donc je m'étais dit, ça doit... Et puis pas du tout. Et mon prédécesseur m'avait dit, écoute, t'embarque pas dans ce genre d'aventure, tu vas avoir tous les pasteurs sur le dos parce que tu vas leur piquer leurs meilleurs éléments. J'ai essayé, ça n'a jamais marché. J'ai toujours renoncé parce que j'avais trop de difficultés à monter ça. Et puis, il se trouve qu'à l'époque, c'était Jan Latamkeni, qui était directeur musical, qui trouvait que c'était une bonne idée, qui donc m'a soutenu dans cette affaire. Et il y avait aussi une structure qui s'appelait... aujourd'hui, ça s'appelle Mission Voix Alsace, mais ça s'appelait autrement à cette époque-là. Peu importe. Qui était présidée par Anne-Marie Jean. Et j'ai eu l'occasion avec elle de dire, bon voilà, on va faire ce chœur à l'orchestre, mais on va le présenter à tout le monde.
On va en faire un projet qui soit un projet régional et pas un projet complètement tourné pour l'orchestre et que pour l'orchestre. Mais de faire en sorte qu'il y ait là, de tenter de tirer les choses vers un niveau d'excellence et que nous ayons une proposition à la fois pédagogique, artistique, esthétique d'un bon niveau en collaboration avec tout le monde. Et on a pu faire ça comme ça. Donc ce chœur est né avec Catherine Bolzinger, donc, qui est toujours chef de chœur, et le concours de cette association qui réunit toutes les chorales d'Alsace. Aujourd'hui, c'est Mission Voix Alsace, ça s'appelait autrement à l'époque. Et donc, je n'ai pas eu d'histoire proprement parlée pour le faire, sauf avec le chœur de Saint-Guillaume, qui est l'autre grand chœur de Strasbourg, et qui effectivement voyait d'un mauvais œil une concurrence s'implanter. Bon, on évite de donner les passions à Pâques, et puis ça s'arrange bien. Mais donc ce chœur, c'est une chose importante, parce que ça permet effectivement de jeter un pont dans les familles. C'est-à-dire que vous avez une centaine de choristes. 100 choristes, c'est important. C'est 100 familles qui vivent un peu au rythme de l'orchestre. C'est donc une intrusion comme ça dans la vie ordinaire. C'est l'orchestre relié à la vie des gens. Et je trouve ça très, très, très important. Alors, l'effectif du chœur, il est variable, parce que vous avez des gens qui le quittent 1 an, 2 ans, qui reviennent. Vous avez pas mal d'étudiants qui font du chant et puis qui vont ailleurs parce que les études ou la fin de leurs études les conduisent ailleurs. Vous avez toutes sortes de cas de figure qui font qu'on renouvelle quand même en permanence l'effectif. Et on fait 3 auditions par an. On engage à chaque fois, en tout, par an, on réengage 15 à 20 personnes. Mais on se tient entre 90 et 100 personnes, grosso modo. Avec donc et là je lance un appel absolument sincère, c'est-à-dire toujours avec un déficit de ténors, comme dans tous les chœurs du monde, dans tous les cas les chœurs amateurs, un déficit de ténors qui est chronique. Hein. Nous manquons de voix d'hommes aigus. Et ça, c'est une chose. Donc, à la prochaine audition, j'engage tous ceux qui m'entendent et qui ont une voix un peu aiguë de venir auditionner. On les accueillera avec plaisir. Et ce chœur, il participe à combien de concerts avec l'orchestre ? Alors, en gros, 3 par an. À peu près 3 par an. Ça dépend aussi de la difficulté des partitions. Hein. Il peut y avoir des partitions difficiles qui mobilisent le chœur. Le chœur travaille un week-end par mois, donc c'est quand même pas énorme. Et donc, c'est, oui, à peu près 3 productions. Là, le chœur va participer à notre concert au Jardin des Deux Rives le 28 juin prochain. Je ne sais plus exactement dans quoi, mais ça ne pose pas de problème. Ça fait partie du fonds de commerce maintenant. Hein, mais il y a des ouvrages comme la 2e de Mahler que nous avons fait récemment à la cathédrale qui nécessitent un travail important. Et donc là, c'est pas des choses qu'on peut répéter souvent dans le cadre d'une saison. On va parler peut-être un peu de votre chef d'orchestre, Marko Letonia, qui est slovène. Oui. Et qui était ancien directeur, je crois, de l'orchestre symphonique de Bâle, oui, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Il vous a rejoint quand et comment est-ce qu'il est venu à Strasbourg ? Il est venu à Strasbourg de la manière la plus naturelle qui soit. C'est-à-dire que Marko Letonia est avant tout un chef d'opéra. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Il a son activité dominante et l'opéra. C'est quelqu'un qui a 51, 52 ans et dont la carrière, qui est déjà quand même assez longue, hein, se situe essentiellement à l'opéra. Il dirige aujourd'hui dans les plus grands opéras d'Europe et il a évidemment dirigé des concerts symphoniques, bien sûr, mais il ne s'est jamais consacré d'une façon totale à la musique symphonique. Et il a tout simplement gagné sa vie à l'opéra, ce qui est déjà considérable. Et il a aussi beaucoup dirigé le ballet. Enfin, c'est un vrai chef de maison d'opéra où on dirige tout. Hein, il a tout dirigé, ce qui fait que c'est quand même un chef de métier, quelqu'un qui a un métier absolument sûr. C'est ce qui caractérise la première approche que nous avons avec lui, c'est quelqu'un qui est donc un métier considérable. Donc un savoir-faire, un métier, il connaît le répertoire d'une façon profonde qui fait que nous gagnons beaucoup de temps. C'était aussi le cas de Marc Albrecht, hein, qui était notre directeur musical d'avant, qui était également un chef d'opéra, un peu avec le même parcours, d'ailleurs je crois plus ou moins les mêmes professeurs. Donc ce sont des carrières un peu parallèles. Ce sont des gens qui ont une carrure, une véritable
une véritable carrure de chef d'orchestre. Ce sont, avant, je dirais, un talent qu'ils peuvent déployer sur certaines œuvres, ce sont des gens qui stabilisent et qui font travailler les orchestres. C'est le cas de Marco Lettonia, et qui donc prend Strasbourg, la direction musicale de Strasbourg, dans le but de développer sa carrière donc symphonique à Strasbourg, bien entendu, ça c'est la priorité, mais également donc avec l'orchestre de Strasbourg, de développer une carrière plus internationale. C'est donc quelque chose, bon, ça n'est pas nouveau pour lui, hein, mais je crois qu'il a vraiment la volonté de s'investir totalement à Strasbourg. Oui, il y a d'autres directeurs d'orchestre qui dirigent l'orchestre à d'autres moments aussi. Il n'est pas là pour diriger l'orchestre à chaque fois, à chaque concert. Absolument. En abonnement, nous avons 11 programmes différents. 16 programmes différents, pardon. 16 programmes différents. 11 de ces programmes sont doublés. D'accord ? Donc sur les 16 programmes, Marco Lettonia en dirige 8, la moitié. Et les autres concerts sont proposés à des chefs invités qui peuvent être choisis par Marco Lettonia, mais qui font aussi partie de la tradition de l'orchestre, qui viennent depuis déjà longtemps et que Marco Lettonia réinvite, parce que je pense d'ailleurs encore à un ancien directeur musical, Theodor Guschelbauer, qui a dirigé l'orchestre pendant 13 ans et qui a été réinvité cette année. Donc ça fait partie, l'orchestre, c'est un orchestre qui a une histoire longue et lourde et profonde. Donc voilà, ce sont des chefs qui viennent très régulièrement diriger l'orchestre. Et à côté de ça, il y a aussi des artistes en résidence, une compositrice aussi qui compose. Oui, alors ça c'est le compositeur en résidence, donc là c'est Kaya Sariao cette année, ce sera Philippe Manoury la saison prochaine. C'est un par saison. Oui, à peu près. Une résidence, ça dure en général 2 ans. 2 ans, parce que le temps, le compositeur est là, le temps qu'il prenne, on passe des commandes, on se décide, le temps que les choses se fassent. C'est souvent la 2e année qu'on entend les œuvres qui ont été suscitées la première. Et donc c'est Kaya Sariao, donc compositeur finlandaise, qui est là cette année. Et Philippe Manoury, donc, qui lui est français, qui à la fois est résident, il est prof au conservatoire de Strasbourg, donc il sera présent sur Musica, il sera présent à l'orchestre et au conservatoire. Donc quelqu'un qui fait partie donc des personnalités majeures de la musique contemporaine aujourd'hui et qui arrive des États-Unis, hein, je crois qu'il vivait aux États-Unis jusqu'à récemment, et qui s'installe véritablement à Strasbourg. Il est venu avec femme et enfants et vit à Strasbourg. C'est au-delà de la résidence, c'est-à-dire qu'il est résident réellement. Et alors l'artiste en résidence, alors ça je dirais que je ne vais pas dire que c'est une vue de l'esprit, ça serait tout à fait mensonger. C'est quelqu'un que l'on invite de manière privilégiée. C'est d'une façon générale quelqu'un qui est apprécié et plus qu'apprécié par le directeur musical. C'est le cas d'Isabelle Faust, qui a une relation amicale avec Marco Lettonia. Marco Lettonia a tenu à ce qu'elle partage avec lui cette saison, et c'est une artiste quand même très rare. Hein. C'est quelqu'un qui travaille, qui a une carrière planétaire et qui consacre plus que la normale, je dirais, de temps à Strasbourg. Mais elle n'est pas du tout résidente à Strasbourg. Pour Isabelle Faust, bon, elle fait plusieurs concerts, quelques récitals. Donc elle est présente, hein, mais elle ne vit pas à Strasbourg. Qui joue avec un rare Stradivarius du début du XVIIIe siècle. Oui. Alors ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de l'origine des orchestres dans le Stradivarius. Aujourd'hui c'est très controversé, on vient d'entendre qu'il y a eu une sorte de test qui s'est fait à l'aveugle sur des instruments modernes et des Stradivarius, et que finalement, à l'aveugle et uniquement à l'oreille, les grands spécialistes ont choisi un des instruments modernes comme étant le meilleur. Bon, je crois que tout ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que les instrumentistes aient des instruments qui correspondent à ce qu'ils veulent faire au moment où ils le font. Mais c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ces instruments témoignent de l'origine de notre musique. Un Stradivarius tel que ce sont souvent des instruments difficiles à jouer, parce que ce sont effectivement des instruments anciens, et on a une sorte de superstition, et peut-être un rapport un peu complexe à ce type Mais quoi qu'il en soit, c'est à un moment donné, l'instrument s'est figé. Les instruments de l'orchestre symphonique d'aujourd'hui se sont figés, grosso modo, donc au XVIIe siècle. Au XVIIIe, ça a été figé. On a tempéré la musique, et on a inventé les instruments qui vont avec. Ces instruments-là sont à l'origine de notre musique.
Et je crois qu'intéressant de voir qu'un enfant aujourd'hui est en mesure de voir, voire de toucher l'instrument, l'origine même de son art. C'est le seul art où il y a, peut-être aujourd'hui avec l'informatique, où on a ce type de choses, mais sinon, les autres modes d'expression humains trouvent une origine très, très, très mal définie. C'est dans la nuit des temps. La musique symphonique, on sait parfaitement quand c'est né. Ça vient effectivement de production musicale de la nuit des temps, mais à un moment donné, ça a été figé, ça a été fixé. On a dit on fait comme ça. Et les instruments se sont également fixés comme ça, figés comme ça. Et ces instruments-là témoignent de cette origine. C'est à partir du moment où on est au contact de cette origine que l'on peut parler de cette dimension sacrée. La langue sacrée témoigne, n'est sacrée que parce qu'elle parle de l'origine. Et ces instruments-là évoquent l'origine des choses. Alors, ensuite, on en a fait quelque chose on a, comme je disais tout à l'heure, inventé des divinités, on a inventé toute une hiérarchie de prêtres de cette musique-là, tout ce folklore autour de cette musique et ce pathos lié à la musique symphonique avec ses mimiques et ses regards exorbités des chefs d'orchestre inspirés, tout ce cirque qui entoure cet art particulier, il n'en reste pas moins que si on enlève cette superficie souvent grotesque, on est quand même là à l'origine d'un des arts les plus sophistiqués qui soit, dont on a la possibilité de toucher véritablement l'origine même. Et je pense que ça, c'est quelque chose de vertigineux. Ça rappelle un peu le cinéma, comme si on filmait avec un cinématographe lumière, par exemple. Oui, tout à fait. Quelque chose comme ça. On va parler peut-être de la programmation à venir, en tout cas pour le mois de mai. Alors la saison 2013-2014 est déjà bien entamée. On commence à voir la fin, qui se sera finie donc avec ce concert gratuit en plein air, je pense, en juin. Le 28 juin, donc ça, notre Symphonie des Deux Rives, qui elle aussi a 10 ans, et les choses ont 10 ans. Mais oui, c'est vrai, le chœur a 10 ans, la Symphonie des Deux Rives a 10 ans. À croire que c'est il y a 10 ans que j'ai fait l'essentiel de mon œuvre à Strasbourg. Mais en tout cas, oui, la Symphonie des Deux Rives, donc le 28 juin, avec une possibilité de report le 29, s'il pleut le 28. Donc, bon, j'ai rien à dire sur le programme parce que c'est toujours une surprise. Et tout à fait, franchement, il y a encore des choses qu'on est en train de faire. Une surprise. Ça, c'est une surprise pour nous aussi parce que, justement, je sais que Marco Lettonia est revenu sur un certain nombre d'idées qu'il avait. Donc, il est en train d'y réfléchir. Donc, mais il y a quand même des solistes importants. Il y a quand même des choses importantes qui vont avoir lieu. C'est donc voilà, c'est le concert que tout le monde connaît, puisque c'est ce concert donc sur les bords du Rhin, au Jardin des Deux Rives, à 9h30, le 28, avec donc un programme très éclectique, dans un écrin rock, pop, variété, puisque c'est le principe du concert. On met l'orchestre symphonique sur une scène de télé, en quelque sorte. On donne des extraits qui ne sont guère plus longs que le format des chansons. Et on donne quelques explications qui ne sont pas musicologiques du tout, mais qui parlent précisément de l'aspect charnel de notre musique, c'est-à-dire des compositeurs, de leurs histoires, de leur passion, de tout ce qui fait que ces compositeurs ont eu des moments absolument extraordinaires, voire géniaux dans leur existence. Il est rare, sauf Mozart peut-être, ou quelques autres, mais enfin ils sont vraiment très peu, de constater qu'ils ont pu être géniaux tout au long de leur vie. Et pour être génial tout au long de sa vie, Mozart n'a dû vivre que 33 ans, vous voyez, ce qui est un peu... Enfin bon, donc on parle essentiellement de ça. C'est un concert donc, qui se veut divertissant. Complètement divertissant, donc on fait de la musique de film, un peu de variété, et puis des grandes pièces de la musique symphonique. C'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que vous jonglez aussi bien avec parfois des morceaux plus, entre guillemets, élitistes, ou en tout cas moins faciles d'abord, a priori, et des choses plus grand public, comme le concert dont on va parler tout à l'heure avec Pirates des Caraïbes, comme ce concert au Jardin des Deux Rives. C'est important pour vous de toucher un public un peu différent? Ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de montrer qu'une musique comme celle de Pirates des Caraïbes est une musique écrite. Notre art, il est écrit. Il n'y a pas d'oralité. On ne dit pas, il faut faire comme ça. Les chefs qui commencent à expliquer verbalement ce qu'il faut faire sont morts assez vite. En général,
il montre, il donne à voir ce qui est écrit. Et si le musicien ne lit pas correctement ce qui est écrit, éventuellement, il peut donner un élément d'explication. Mais il est rare que les chefs parlent. Les plus grands, d'ailleurs, ne parlent pas et respectent un texte qui est écrit, qui est le même pour tout le monde et qui est le même depuis la création de l'œuvre, qui n'a pas évolué. Donc c'est l'écrit, c'est de montrer que nous sommes dans l'écrit. Et que ce soit Pirates des Caraïbes, que ce soit les musiques de John Williams, ou peu importe, de Mozart, de Bach ou Beethoven, c'est toujours la même écriture et c'est toujours avec le même vocabulaire. On constate aussi que les plus grands compositeurs de tous les temps n'ont jamais touché à la forme. Brahms a écrit avec ce que vous et moi avons appris au conservatoire. Il ne sait rien de plus. En termes d'outils, d'outils de moyens, il n'a pas eu plus de chance que nous, a priori au départ. Pourtant, il a fait ce qu'il a fait. Donc c'est ça qui est important. Alors, on peut, avec ces outils-là, avec ces notes et ce système solfégique, en rester à des choses extrêmement simplistes. On peut aussi aller vers des œuvres absolument sublimes. C'est ce que nous montrons dans ce type de soirée. C'est qu'il y a des choses très simples qui ont un succès populaire énorme. Il y a des choses très sophistiquées qui ont le même succès populaire. Je pense au Boléro de Ravel, par exemple, qui est une œuvre très sophistiquée, mais néanmoins très populaire. Et puis L'eau vive de Guy Béart, qui est une œuvre très simple et qui a un succès populaire, peut-être pas aussi international que le Boléro de Ravel, mais enfin, qui est quand même quelque chose d'extrêmement ancré. On se demande si ça a été écrit un jour. Bien, donc, je crois que c'est ça que ce type de soirée montre, c'est que, il y a... la dimension populaire relève d'une forme de sincérité, de vérité, qui n'est pas liée à la simplicité. La simplicité n'est pas la cause, la raison et la condition des œuvres populaires. Pas du tout. Vous avez, heureusement, dans notre musique, des choses extrêmement complexes, extrêmement difficiles à réussir, qui sont très populaires. Boléro de Ravel est un exemple, le Sacre du printemps en est un autre. Ce sont des choses qui relèvent d'orchestres d'un grand niveau technique pour pouvoir réaliser ces choses que tout le monde connaît. Mais voilà. Alors pour vos prochains concerts, c'est le 8 et 9 mai, donc c'est un ensemble de concerts inspiration poétique à l'Est, donc c'est des compositeurs est-européens, ça ? Oui, c'est ça, oui, c'est Kartovitz, Kilar, Smetana. Alors c'est un concert assez exigeant, avec un grand chef d'orchestre, donc Anthony Witt, qui est un chef d'orchestre majeur, très connu, qui mène une carrière tout à fait internationale, et qui nous donne à entendre donc un programme qui comme ça, sur le papier, peut paraître, un peu... ce sont des compositeurs qu'on ne connaît pas beaucoup. Kilar, c'est sûr que c'est un peu rare, mais il y a quand même Rachmaninoff, et il y a Smetana, donc Ma patrie, qui est une œuvre, une grande fresque qui elle, dont on connaît. Quand on écoute ça, on se dit « Ah ben oui, je connais. » Mais c'est donc un programme qui ressemble assez... qui fait partie un petit peu des choses que Marco Lettonia affectionne, c'est-à-dire mettre un peu un pavé dans la saison, quelque chose de clair, sans ambiguïté. On parle de la musique d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, c'est la Pologne. On parle de ça, on le fait. On n'est pas dans la demi-teinte et dans l'allusion un peu timide d'une œuvre un peu complexe. Non, on fait une soirée qui tourne autour de ça et qui explore ce type de sonorité. Et je pense que là, c'est un programme tout à fait intéressant avec, je vous dis, ce grand chef Anthony Witt, qui est quelqu'un que j'engage vraiment les gens à venir le voir, parce qu'il fait partie de ces chefs majeurs qui sont assez rares en France. Il dirige pas beaucoup et il est très occupé, et c'est quelqu'un qui mérite vraiment le détour. Et le 14 mai, il y a un concert Jeunes Talents. Oui, alors ça, c'est une chose que Marc Albrecht donc avait instauré, c'est de voir, pas nécessairement avec le Conservatoire de Strasbourg d'ailleurs, mais à l'occasion, au hasard des choses, des rencontres, de proposer à de très jeunes musiciens la possibilité de donner un concerto en public. C'est ce que nous faisons cette année, donc avec un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Clement Stult, et un saxophoniste, un chanteur de l'Opéra Studio de l'Opéra du Rhin, donc de l'école de chant de l'Opéra du Rhin, un ténor, une soprano qui va aussi chanter, Dino Imri, qui est un pianiste macédonien,
qui n'a rien à voir avec Strasbourg, qui était de passage à Strasbourg chez un ami de ses parents et qui est venu, qui a tenté le coup pour rencontrer Marco Lettonia un midi. Après une répétition, je me souviens parfaitement ça, j'étais là, où il a donc demandé à être entendu. Marco Lettonia a dû lui donner le rendez-vous un jour ou 2 jours après, d'une façon comme ça, un peu, qu'est-ce que, bon... et puis, il l'a écouté, l'audition, je me souviens, a duré 1h30, ils ont discuté. Il se trouve qu'il a eu comme professeur des gens que Marco Lettonia avait rencontrés aussi. Donc, tout à coup, la famille a commencé à prendre forme et il est dans ce concert. C'est un pianiste. Puis un autre pianiste, Rémi Tournier, qui va aussi donc interpréter des œuvres dans ce concert. Rémi Tournier va interpréter Poulenc. Avec je ne sais plus quel autre pianiste, puisque ce sera le concerto pour 2 pianos. C'est donc un concert qui permet de donner quelques références à de jeunes artistes. Il est très difficile pour de jeunes artistes d'avoir ce type d'expérience, parce que c'est un peu comme c'est des configurations un peu comme on dit. Ça se mord la queue, c'est-à-dire qu'on vous dit sans agent, est-ce que vous avez un agent, monsieur? Là, je dis non, écoutez, je n'ai pas d'agent. Mais est-ce que vous avez fait des concerts? Non, je n'ai pas fait de concert. Mais s'il va voir un directeur d'orchestre, l'orchestre lui dira, le directeur, vous avez un agent? Non, je n'ai pas d'agent. S'il va voir un agent, il dira, vous avez des référents, vous avez fait des concerts, il y a un directeur d'orchestre qui peut me parler de vous? Non, je n'ai pas fait de concert. Et c'est une situation, mais vraiment... invraisemblable, on n'en sort pas. Et s'il n'y a pas des initiatives de ce genre, et je pense que si on a des subventions, c'est quand même aussi pour ça, s'il n'y a pas des initiatives de ce genre, ces jeunes n'ont jamais l'occasion d'inscrire à leur CV concert avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, sous la direction de Le Temps. Et ça, c'est important parce que lorsqu'ils l'écrivent, on peut éventuellement être appelé par un agent, précisément. Il dit, vous avez eu ce concert avec cet artiste, comment ça s'est passé? Bon, voilà, ça peut enclencher pour l'un ou l'une d'entre eux une carrière qui peut devenir importante ou pas. C'est un tremplin. Oui, c'est ça. On les met sur un seuil, en tout cas. Ensuite, le concert du 17 mai, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça fait partie des choses assez, entre guillemets, attendues, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir de la musique classique ou qui ne sont pas forcément vos spectateurs habituels. C'est le concert Pirates des Caraïbes, donc on va juste écouter rapidement un extrait.
On l'a reconnu, hein, c'est un extrait du thème principal donc, de la musique du premier volet de Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, donc ce film de Gore Verbinski, interprété ici donc par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, sous la direction d'Helmut Immig. Alors c'est une musique qui est composée par Klaus Badelt, et non pas Hans Zimmer. On croit souvent que c'est Hans Zimmer qui fait la musique de ce film. Hans Zimmer, Klaus Badelt sont souvent allemands, les compositeurs de musique de films d'Hollywood en ce moment. Comme Korngold, comme Herrmann, le compositeur des films d'Hitchcock. Korngold aussi. Herrmann était allemand, tiens, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Oui. Ils ont tous émigré. Ce sont tous ces gens qui ont fui la persécution qui les attendait dans l'Allemagne nazie et qui donc se retrouvent aux États-Unis, et pour le plus grand bien d'Hollywood d'ailleurs. Mais je pense à Korngold qui a fui de la même façon. Il y a aussi Schreker, qu'on redécouvre aujourd'hui. Schreker s'est pas trop adonné à la musique de film. Korngold l'a fait d'une manière abondante, et on découvre aujourd'hui la musique symphonique de Korngold, avec son concerto pour violon notamment, que l'on joue beaucoup. C'est Renaud Capuçon qui le joue dans le monde entier, et on découvre ces compositeurs, même Herrmann, on redécouvre complètement leur musique, et ce sont des compositeurs tout à fait authentiques, et on l'entend là dans ce Pirate des Caraïbes, où on entend une musique géniale, construite, qui tend à créer cette énergie particulière, dynamisante. Je trouve ça absolument prodigieux que de communiquer autant de choses avec cette musique-là. Enfin là, c'est pas une économie de moyens, c'est un très gros orchestre. Ouais, c'est le cinéma d'Hollywood, comme ça, les jeux vidéo aussi, de plus en plus. Vous pensez que ça permet d'aider la création de musique symphonique aujourd'hui, comme l'opéra? Il y a, si vous voulez, une chose évidente, c'est que nous avons tous, et ceux qui prétendent ne pas avoir de culture musicale se trompent. Nous avons une culture musicale énorme. Nous entendons les plus grands thèmes de la musique romantique, évidemment, tous les jours, au travers de toutes sortes de choses, du cinéma à la publicité. Mais il y a aussi dans ce que j'entends, moi, dans les mangas, notamment ces films, il y a des partitions tout à fait étonnantes qui mériteraient vraiment d'être données à entendre dans le cadre de concerts. Il y a aussi beaucoup de choses extrêmement astucieuses dans les jeux vidéo. Je pense à des thématiques qui mériteraient vraiment d'être orchestrées de façon symphonique. Je pense à des tas de jeux où il y a des choses qui sont au synthétiseur, mais qu'on pourrait vraiment redonner en symphonique. Et ça fait partie de projets que j'aimerais vraiment mettre au point rapidement. Si je ne me trompe pas, le London Symphony Orchestra a fait un concert de musique de jeux vidéo, il me semble. Tout à fait. Et il faut... Alors, ce sont des opérations qui coûtent très cher, parce qu'il faut écrire ces partitions, il faut orchestrer. C'est souvent fait en studio, avec des gens qui improvisent plus ou moins. Enfin, c'est pas écrit d'une manière suffisante. Le matériel n'est pas fait pour l'orchestre, mais je crois que ce sont des projets très coûteux, mais qui vraiment permettraient, par exemple, de remplir les zéniths. Et de trouver un nouveau public. Et de toucher un public qui n'est pas tellement touché par les actions éducatives, qui est le public des adolescents de 12 à 16 ans, qu'on touche assez difficilement, parce qu'ils sont un peu entre deux. On touche avant, ils n'ont pas le choix. À 12 ans, il commence à se déterminer, et on n'a pas trop d'accroche par rapport à ça. Et je suis convaincu que ce type d'initiative permettrait de tout simplement de donner à entendre l'orchestre sur des thématiques connues et reconnues, et il les reconnaîtrait immédiatement. Donc nous avons une culture musicale énorme, et nos enfants aussi ont cette culture musicale au travers de tout ça. Simplement, elle n'est pas nécessairement consciente. Elle n'est pas consciente. L'œuvre de Gainsbourg, qui est considérable, utilise des orchestrations complexes, des choses extrêmement sophistiquées, voire même des thèmes empruntés à des symphonies de Brahms ou à d'autres. Et il y a vraiment énormément de choses que l'on a intégrées à notre culture ordinaire, qui relève de la musique symphonique, de la musique tout court, en fait. C'est vrai, tout le monde connaît la jazz valse de Shostakovich avec la publicité. Par exemple. Mais il y a des choses, si vous voulez, qui sont particulières. Je me faisais cette réflexion. Bach. Vous mettez du Bach à la flûte douce, à l'harmonica, c'est toujours du Bach. D'accord ? Dès que vous jouez sur n'importe quel instrument, n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi. Des bouteilles avec de l'eau, enfin n'importe quoi. C'est du Bach.
Instantanément, vous reconnaissez la mélodie. Aujourd'hui, la musique a changé. Nous ne sommes plus dans la reconnaissance mélodique. On peut identifier rapidement des thèmes de Mozart, des phrases, mais c'est déjà plus complexe. Aujourd'hui, nous sommes dans la culture du timbre, dans la culture de la couleur, dans l'orchestre. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'orchestre. C'est une architecture imposante, verticale, qui avance. Ce qui n'était pas le cas de la musique classique, qui était beaucoup plus cursive. Aujourd'hui, donc, nous avons ce type de travail à faire. C'est pour ça que c'est intéressant de proposer d'orchestrer les musiques de jeux vidéo, de proposer de les inscrire dans un édifice, et de voir comment ça peut fonctionner. Je trouverais ça vraiment, vraiment très, très bien. Et pour ce ciné-concert, alors c'est pas votre premier ciné-concert, vous en avez fait déjà nombreux récemment d'artistes. On a épuisé les Chaplin, tous ceux qui nous permettaient de le faire, on n'en a plus. Donc on ne pourra pas refaire avant maintenant un certain nombre d'années. On a fait le The Artist, oui, ça c'était une initiative de Musica, sur laquelle nous avons participé, mais c'est Musica qui en a eu l'initiative. Et puis nous avons donc, et l'année dernière, c'est tout, puisque l'année dernière on n'en a pas fait. Nous avons maintenant Pirates des Caraïbes. Et on commence à rentrer, si vous voulez, dans un vrai questionnement, parce que quoi faire ? Il nous reste quoi ? Le Seigneur des Anneaux, qui est une partition, alors là, gigantesque, il faut des moyens considérables, il n'est pas sûr qu'on les ait dans un avenir proche. Il faut des moyens considérables pour le Seigneur des Anneaux. Et après, on tombe dans des films où il y a des partitions merveilleuses. Je pense au Napoléon d'Abel Gance, il y a une partition d'Arthur Honegger, qui sont déjà des films un peu plus pointus, voilà, et qui sont moins grand public. Il y a le Cuirassé Potemkin aussi. Enfin, il y a quelques films comme ça qui sont extraordinaires, mais qui n'ont pas la vocation que nous voulons conférer à ces choses-là, qui est de jeter un pont avec le public du cinéma. C'est quand même ça qu'on veut faire. Et là, on a un partenariat avec l'UGC, qui nous a permis quand même de remplir, puisqu'on a pris le Zénith dans une jauge de 5500 places. On a rempli, je crois qu'il nous reste 500 places à vendre aujourd'hui, quoi. Donc il faut se dépêcher alors. Oui. Mais bon, voilà, c'est donc quelque chose. Je crois que c'est ça qui est réussi, c'est d'afficher dans Strasbourg, dans un premier temps, une tête de mort sur nos grandes affiches avec Orchestre Philharmonique, le Zénith, et il y a du monde tout de suite. Ça montre qu'on a là créé quelque chose, un pont avec une population, avec des gens qui sont tout à fait prêts à fonctionner si on leur propose un format, si on leur propose un moyen de venir à l'orchestre qui n'est pas celui qui est de venir endimanché le soir tard, à l'autre bout de la ville. Toutes ces idées reçues qu'il y a sur l'orchestre. En tout cas, ça marche bien parce qu'on en entend beaucoup parler sur Strasbourg. Cette affiche avec Jack Sparrow tenant une baguette de chef d'orchestre. C'était en 3 temps. C'était en 3 temps. Premier temps, c'était juste une tête de mort, je crois, et puis il y a eu le deuxième temps avec James Sparrow qui était de dos, et puis la troisième qui est l'affiche du film. L'affiche du film, oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est impatients de voir ces concerts. Alors, on rappelle les dates. Donc, c'est Inspiration poétique de l'Est, c'est le 8 et 9 mai prochain à 20h en salle Erasme, donc du Palais de la Musique et des Congrès. Ensuite, on a un concert de musique de chambre avec des œuvres contemporaines, dont une composée par la compositrice en résidence, Kaija Sarao, le 11 mai à 11h, donc à l'auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse. Le 14 mai à 20h, toujours en salle Erasme du Palais des Congrès, c'est le concert Jeunes Talents, dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y aura notamment, si je ne me trompe pas, du Debussy et du Puccini au programme. Et ensuite, le 17 mai, c'est le grand ciné-concert Pirates des Caraïbes au Zénith de Strasbourg. Voilà, alors tout le programme de cette saison qui se terminera donc le 28 juin avec un grand concert gratuit au Jardin des Deux Rives. Mais aussi toutes les informations, tarifs et réservations pour l'orchestre sont accessibles sur votre site en ligne www.philharmonique-strasbourg.com. Merci. Merci. Voilà, Réservoir, c'est fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. On parlera certainement de théâtre et de première mise en scène avec un festival, le festival Première. D'ici là, on se quitte en musique avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et du Hector Berlioz, l'introduction à son Roméo et Juliette, donc toujours dirigé par Kirill Karabits. C'est l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.